Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, à tous. Merci d'être là pour une soirée de remerciements de la Fédération aux nouveaux adhérents du Rassemblement national, mais aussi avec la présence de beaucoup d'anciens que je vois, ou de beaucoup de gens qui sont revenus, et je les en remercie, je les félicite, parce que la politique, évidemment, est quelque chose de fluctuant. C'est comme ça. Et il est bon quand même de se retrouver dans des moments particuliers où les patriotes que nous sommes ont besoin de se serrer les coudes. Alors vous avez dans cette fédération une équipe que vous commencez à connaître, je ne vais pas les citer tous, ils viendront tout à l'heure avec mon adjoint Daniel Mas, avec Christelle, avec la trésorière, avec tout le monde vous sera présenté, le bureau, avec les élus municipaux des différentes communes, les élus régionaux qui sont aussi présents, et les perspectives à venir, le programme à venir, les élections européennes et évidemment les élections municipales. Le contexte politique, je crois que vous avez été nombreux hier à regarder Marine à l'abominable émission de service public de France 2, qui n'est pas une émission, mais qui est un tribunal. Et on voit là, de la manière dont sont traités les partis d'opposition, il faut quand même le dire, et on voit qu'on n'est pas traité comme les autres. C'est une évidence. Ne serait-ce que par les invités, ne serait-ce que par les questions pièges, ne serait-ce que par la technique de couper la parole à outrance sans laisser développer jamais un argument, sans compter les reportages partiaux, hein, et sans compter, comment on pourrait dire, la figure peu sympathique quand même d'un certain nombre de journalistes dont on voit bien qu'ils sont des adversaires politiques. J'en veux pour preuve, moi je n'ai rien contre elle m'a toujours interrogé, c'est son style, elle est pugnace, et après tout, chaque journaliste a son style, mais quand vous apprenez le lendemain de cette émission que Madame Salamé se met en congé du service public parce que son mari va être tête de liste des socialistes aux élections européennes, voilà, vous avez tout compris. À un moment donné, il faut aussi dire les choses, et nous avons affaire à des adversaires politiques et pas à des gens indépendants. Voilà, il faut le savoir, ça fait partie du système, ça fait partie malheureusement de ce qu'ils appellent le jeu démocratique, et il faut s'adapter tout simplement à la situation en étant meilleur qu'eux. Et je crois que la meilleure réponse qui a été donnée à ce guet-apens médiatique, parce que moi je l'appelle comme ça, eh bien c'est tout simplement l'approbation des gens qui ont regardé l'émission, l'approbation de ce qu'a développé Marine, puisqu'ils ont été, je crois, 48%, alors qu'à la même émission, pendant la présidentielle, sur un panel, on va dire, identique, il n'avait été que 41%. Ça progresse, les idées progressent, et on est loin, je vais dire, de la dépression que nous avons connue après l'élection présidentielle, et on est très loin de l'accident du débat, parce que moi je considère que c'est un accident et que ça peut arriver à tout le monde. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des femmes et des hommes avec, j'allais dire, voilà, avec leur vie, avec des moments, une campagne longue, des attaques en permanence. Nous n'avons pas des vies comme les autres, il faut quand même le reconnaître. Et vous voyez bien, même à Perpignan, que nous vivons systématiquement sur la persécution du système politique, médiatique et judiciaire. Et malheureusement, parce qu'il faut quand même le dire, il se trouve toujours à l'origine de ces persécutions des gens qui auparavant étaient chez nous. Voilà. Honte à eux. Mais vous savez, moi je crois à la justice et la justice divine, et je ne me fais aucune illusion sur ce qui leur arrivera tôt ou tard. Voilà, quand on se comporte comme un salopard, eh bien, il faut s'attendre à avoir un certain nombre, justement, de choses dans sa vie qui vous considèrent comme telles. Donc, vous avez sûrement lu la presse de l'enquête judiciaire ouverte par le procureur de Perpignan et une enquête préliminaire sur le prétendu emploi fictif de notre collègue Mohamed Belbou.
Alors je peux vous dire que Mohamed a beaucoup de défauts, sûrement. Mais s'il y en a un qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir été matin, midi, soir et même la nuit, ce qu'on lui reproche quelquefois, d'avoir été en campagne, d'avoir fait son boulot de distribuer des tracts partout, en tout lieu, dans tous les commerces, etc., etc. Il y a des dizaines et des dizaines de témoignages, il y a des dizaines de documents qui peuvent en attester, de photos, d'articles de journaux, etc. Moi, vous pensez bien, je suis un juriste, j'étais très vigilant sur ces choses-là, je m'étais garanti par les conseils d'un avocat, par les conseils de la fameuse commission des comptes de campagne. Le contrat de travail, c'est même pas moi qui l'ai rédigé. L'avenant au contrat de travail, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Tout a été déposé, tout a été expertisé, tout a été d'ailleurs validé par la commission des comptes de campagne. Et je dois dire que je reste encore incroyablement surpris par l'attitude du procureur de la République qui ouvre une enquête sur les divagations. Parce que quand vous lisez le PV d'audition de notre ancienne collègue, alors soit le gendarme ne comprenait pas le français ou il n'écrivait pas le français, c'est possible, soit c'est elle qui ne parle pas bien le français ou qui n'a pas su expliquer ou alors qui parlait de choses qu'elle ne connaissait pas, ça me paraît plus évident. Mais pour vous donner un exemple, cette dame habite Perpignan, elle est allée comme par hasard déposée à la gendarmerie de Saint-Cyprien. Et vous savez, entre les mains de qui à Saint-Cyprien elle a déposé ça? Entre son beau-fils qui était gendarme. Voilà. Donc elle utilise sa propre famille, en tout cas celle de son mari, à des fins politiques. Et il se trouve que ce gendarme, à mon avis, qui a fait une erreur, a pris cette déposition alors qu'il est évidemment... qu'il a un lien, de famille avec la personne qui vient lui raconter des choses qui ne sont absolument pas vraies. Voilà où nous en sommes à Perpignan. Voilà, donc nous sommes en guerre politique, nous sommes en guerre juridique. Sachez que moi j'ai pris les conseils d'un avocat montpelliérain spécialiste de la matière et que nous avons décidé de porter plainte au pénal contre le procureur de la République. Parce que le procureur de la République... Le procureur de la République n'est autre qu'un fonctionnaire du ministère de la Justice. Il est dépendant de sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, elle a un chef. Ce chef s'appelle Madame Belloubet. Voilà, il faut le savoir. Ça ne peut, ce genre de procédure ne peut échapper au pouvoir en place. Et on voit bien que dans cette affaire, comme dans d'autres, le pouvoir politique utilise la justice à des fins politiciennes, électorales, dans l'intention de nuire, dans l'intention de salir, et ils vont tout faire pour nous éviter de gagner à Perpignan et dans l'agglomération. Ils feront tout ce qu'ils peuvent. Il faut en être quand même conscient. Moi, j'en suis très conscient. C'est pour cela que je peux vous dire que je suis extrêmement vigilant sur tout ce que l'on peut faire, agir, dire, y compris par rapport à mes amis ou à ceux qui m'aident pour cette entreprise, parce que je suppose que nous sommes, je ne veux pas être paranoïaque, mais enfin, toutes les méthodes sont possibles, vous savez, les enregistrements à votre insu, les tops, je ne sais rien, tout ce que vous pouvez imaginer de sale, ils le mettront à disposition de leur campagne de diffamation et d'intrigue pour tenter de nous nuire. Voilà, c'est comme ça, il faut s'y attendre. Mais comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui nous font confiance, qu'il y a de plus en plus de Français qui votent pour nous, qu'à Perpignan, une dernière enquête d'opinion qui était sortie il y a quelques mois nous donnait au premier tour à plus de 45%. Eh bien, il est évident que la peur fait faire des bêtises, et je crains que nos adversaires politiques, par cette espèce d'obsession qu'ils ont du Rassemblement national et de Louis Alliot, finissent par en faire de grosses. Mais moi, là, je peux vous dire que l'artillerie est prête, et les archers avec, pour évidemment contester pied à pied tout ce que l'on nous fera, parce que je considère que nous sommes les seuls tenants aujourd'hui de la République, des valeurs de la République, comme ils appellent, mais surtout, nous sommes les seuls tenants de la défense de la France et des valeurs traditionnelles de la France, ce qui n'est pas rien. Le contexte, et vous voyez bien qu'on change de sujet, mais c'est la même chose, on sort du judiciaire, on va rentrer dans le politique, ce sont les gilets jaunes. Il y en a quelques-uns dans la salle que je salue, dont on voit bien
l'entreprise qui a été mise en place par le gouvernement pour dénigrer, pour salir, pour condamner, pour user de répression, quoi qu'on puisse penser des casseurs, etc. Ok, on est tous d'accord, les casseurs, il fallait les virer, ou même certaines fois, il ne fallait même pas les accepter. Je pense que l'État a les moyens suffisants de savoir qui est déjà venu dans les manifestations pour casser et qui n'était pas venu. Nos services de renseignement fichent tout le monde. Donc je suppose qu'ils avaient quand même leur fichier à jour et ils savent très bien que les Black Blocs ne sont pas précisément des gilets jaunes, qu'un certain groupe anarchistes ne sont pas des gilets jaunes, ou même des groupes d'extrême droite, parce qu'il y en a, ne sont pas des gilets jaunes. Tout ça est très connu, hein. Mais évidemment, si la violence se mêle aux gilets jaunes, eh bien ça salit tout simplement les revendications et le mouvement des gilets jaunes. Et on en arrive aujourd'hui, j'en connais qui ont participé longuement aux manifestations des gilets jaunes, mais qui n'en sont plus, parce que moi, aujourd'hui, je peux vous dire que les gilets jaunes sont méchamment infiltrés par la gauche et l'extrême gauche. Moi, j'ai 2 preuves de ça, hein. Hier, dans le reportage que Marine a eu avec 4 gilets jaunes, c'était 4 communistes. Il n'y avait pas de... Laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas venus chercher ceux qui ont participé, ceux qui ont fait Rosie, ils ne sont pas venus chercher Rosie, ou son mari, ou d'autres, ou Nathalie, ou... Non, non, ils sont allés chercher 4 bonhommes qui tiraient une gueule pas possible, et dont on voit bien qu'ils n'étaient pas là pour rigoler, mais pour contester Marine Le Pen, alors que, précisément, pour y avoir été quelques fois, pour écouter, c'était le peuple, c'était des revendications du peuple, légitime, social, populaire, solidaire. Et c'est tellement vrai qu'au départ, le Parti communiste et la CGT ne s'y sont pas associés. Et quand vous voyez dans le journal hier de l'Indépendant la réunion commune Gilets jaunes, CGT pour appeler à la manifestation, pas demain ou je ne sais quand, ben voilà, c'est signé. Voilà, l'affaire est close. Le mouvement des Gilets jaunes a été, comme d'ailleurs en mai 68, c'était déjà le cas, hein, a été noyauté, puis détourné de son objet, et on en arrive aujourd'hui à ne plus savoir ce que veulent les Gilets jaunes dans aucun domaine, puisqu'il y a un tel fratras de positions, de revendications, ou de je ne sais quoi, qu'à la fin, on verra bien ce qu'il en ressortira. Moi, je ne crois pas grand-chose, puisque Macron, quand même, qu'on le veuille ou non, a fini par, d'un handicap, transformer ça en tribune, mais là aussi, il en a trop fait. Et ne voyant que lui à la télévision, les gens commencent à être agacés, ils recommencent à baisser dans les sondages, mais voilà, ils gagnent du temps, ils occupent le terrain, ils noient le poisson, et à la fin, il n'y aura rien, plus rien égale rien. Ça, on est tout au courant. Si, on aura réussi quand même le coup absolument incroyable d'avoir eu un mouvement spontané qui se lève contre les abus fiscaux, puisque la taxe sur les carburants, c'est un abus fiscal, pour en arriver à la fin à de nouvelles taxes. Parce que c'est ce qui est en train d'être fait. Et on reparlera de tout ça. Au milieu de cette affaire de Gilets jaunes, quelques revendications institutionnelles vont émerger. Le fameux référendum, je pense qu'il ne va pas pouvoir ne pas le mettre en place, d'initiative populaire ou citoyenne ou ce que vous voulez. En tout cas, il y aura une partie référendaire. Je pense qu'il va être obligé de mettre la proportionnelle. À quel niveau, on verra bien, puisqu'il y a M. Bayrou et le MoDem qui poussent pour qu'il y ait une dose plus importante de proportionnelle, parce que c'est une revendication, pour le coup, de pluralisme et de juste représentation de tous les courants d'opinion. Je pense que la CSG pour les retraités, toutes ces choses-là, on verra, j'en suis pas sûr. La France est un pays en faillite. La France est un pays en déficit permanent et annuel, et je ne vois pas, à partir du moment où vous ne voulez pas aller chercher l'argent là où il est, comment vous allez pouvoir aider les plus humbles et les plus modestes et les plus pauvres de notre peuple si vous n'allez pas chercher l'argent là où il est, et donc il ne restera plus qu'une seule solution, c'est d'augmenter les impôts. Sauf que là, si vous voulez, c'est le cercle infernal. C'est que plus on va augmenter les impôts, plus il va y avoir des gens dans la difficulté, plus il y aura des gens dans la difficulté, plus il y aura de colère, et plus il y aura de colère, et plus ça ira mal, et ça se terminera mal dans la rue. Et ce que l'on a vu avec les, entre guillemets, gilets jaunes, et les violences qu'on a pu voir, et les répressions des policiers en face, eh bien, ça risque d'être beaucoup plus violent que ça n'a été, parce que tout simplement, ils n'écoutent pas le peuple.
Et ils ne répondent pas à leurs aspirations. Et si vous ne voulez pas aller chercher la fraude fiscale, si vous ne voulez pas aller chercher la fraude sociale, si vous ne voulez pas mettre fin à l'AME, si vous ne voulez pas mettre fin à l'immigration, si vous ne voulez pas mettre fin à un certain nombre d'abus ou de cadeaux qui sont faits à un certain nombre de personnes en France, eh bien nous n'y arriverons pas. Et le problème, il est là, et dans le problème économique, moi, là, avec les mesures qui sont prises par le gouvernement, je ne vois pas comment il pourrait rétablir la situation. C'est la seule vérité. Or, nos chefs d'entreprise ont besoin un peu d'air. Nos petites entreprises, nos commerçants, nos artisans tirent la langue, il faut leur donner un peu d'air. Arrêtez avec les charges, arrêtez avec le poids administratif, arrêtez avec les contrôles. Enfin, bon, écoutez, on est tous sur le terrain, et vous dites que vous avez des amis dans tous les milieux, vous voyez bien, je ne connais pas une seule catégorie qui ne se plaint pas ou qui a des difficultés. Je parle des catégories qui travaillent, hein. Pas d'un certain nombre de gens qui vivent très confortablement d'un certain nombre de choses, où tous les hauts fonctionnaires que nous avons en France et qui font la leçon à tout le monde, comme hier M. Attali a fait la leçon à Marine. On arrive à se demander comment encore il est dans le circuit. Il est quand même, depuis François Mitterrand, l'un des conseillers de tous les présidents de la République, et s'il avait eu une idée lumineuse pour sortir le pays de l'ornière, on l'aurait su depuis le temps quand même. Mais non, ça fait rien. Si vous voulez, c'est la prime à l'incompétence. Parce que c'est pas parce que vous sortez de Polytechnique et de l'ENA que vous manifestez une compétence supérieure aux autres. La preuve, nous l'avons en France. La France est gouvernée par la haute administration depuis 50 ans, on va dire. Eh bien, vous avez le résultat de cette gouvernance, voilà, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Ces gilets jaunes, on a vu en plus. La deuxième chose, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a réussi à créer une fracture entre deux milieux qui, jusqu'à présent, se soutenaient et s'estimaient. Moi, c'est ça qui me fait le plus. C'est-à-dire les policiers, les gendarmes d'un côté, à qui on donne des ordres pour faire leur travail, mais dont on sait qu'ils en ont ras-le-bol d'être dans les deux vivres et de faire le travail qu'ils font dans les conditions dans lesquelles ils exercent, et les gilets jaunes, qui étaient le pendant un peu social, c'est ce qu'a dit, je crois, hier Marine. Il faut les gilets bleus et les gilets jaunes, en quelque sorte, qu'on a réussi à opposer, alors que c'était deux forces qui, j'allais dire, socialement étaient opposées à la même chose. Il y a une fracture qui s'est créée, et il faudra bien un jour que nous travaillions à sa résorption, et on verra un peu comment les choses vont évoluer. L'autre sujet, c'est l'Algérie. Hein, ça manifeste encore aujourd'hui, et toutes les fake news, comme dirait le président Trump, que l'on peut entendre sur le sujet, et tous les mensonges qui ont été dits hier encore dans l'émission. Oui, si demain il y avait une catastrophe absolue en Algérie, il y a au minimum 10 millions de gens qui ont vocation à venir en France ou à dépendre de la France. Parce que les relations avec l'Algérie ne se sont jamais terminées depuis 1962. Moi, je pensais que quand il y avait une guerre avec un ennemi, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on bloquait les frontières et qu'on n'acceptait plus aucun ressortissant du pays avec lequel on a été en guerre et qui est comptable du massacre de nos pieds noirs, de nos harkis et de nos soldats. Parce que c'est ça le FLN en Algérie. En plus, avec une manière assez raffinée de cruauté et des manières de faire. Eh bien non. Depuis 1962, nous avons des accords particuliers avec ces gens-là. Et l'Algérie, on sait très bien que c'est un pays socialiste qui a confisqué le pouvoir. C'est une mafia qui est là-bas depuis le départ. Et on voit bien aujourd'hui quelque chose d'extravagant, puisque quand les Français sont partis, je crois que les musulmans étaient, vous me corrigerez, 7 ou 9 millions, 9 millions, et qui sont aujourd'hui 44 millions. Ça fait du monde en peu de temps, hein. C'est donc un peuple jeune qui a été nourri et biberonné dans des sentiments anti-français et qui vient chez nous s'installer la plupart du temps en ayant et en cultivant cette haine de la France. Ce qui paraît, là encore, absolument extravagant. Et n'allez pas chercher plus loin les problèmes que nous avons dans les banlieues ou maintenant partout d'ailleurs en France avec un certain nombre de milieux issus de l'immigration. Comment voulez-vous que des gens aiment la France alors qu'on a passé leur temps à culpabiliser la France, son armée, son peuple, son histoire,
Voilà, ils arrivent en disant non, non, vous nous avez colonisés, maintenant vous allez payer. Nous en sommes un peu dans ce genre de choses et on entend, moi je peux vous dire, il suffit de lire, il suffit d'écouter, il suffit d'entendre. C'est la revendication et c'est un esprit de revanche. Ce n'est pas un esprit de réconciliation. Voilà. Sauf que entre la France et l'Algérie, il y a des relations économiques, il y a des relations énergétiques, il y a des relations, vous ne le savez peut-être pas, de renseignement militaire. Et oui, parce que les services de renseignement coopèrent notamment sur la lutte contre l'islamisme. Mais moi, je remarque une chose, c'est quand même un des grands pays, le grand pays du Maghreb, qui est riche, très riche, qui a une armée, une véritable armée. C'est quand même un pays qui, en 2 occasions, à l'élection législative de 1990, va arrêter le processus électoral pour empêcher les islamistes d'être au pouvoir, et avec, je crois, 150 000 morts quand même. Hein. Et là, aujourd'hui, on interrompt le processus électoral présidentiel parce que la nomenclature veut se maintenir au pouvoir et on ne sait pas comment ça va évoluer. Moi, j'avoue que je ne sais pas. Soit